à tous et bienvenue dans la quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc je suis heureuse de vous retrouver encore une fois ce lundi pour une nouvelle quotidienne. Alors pour la rubrique C'est Sport, nous irons Papouasie-Nouvelle-Guinée encore donner des nouvelles de nos sportifs calédoniens. Nous verrons tout cela avec Jimmy Waimo. Ensuite, avec Marie-Hélène, dans notre rubrique Job et Éducation, nous suivrons des élèves qui veulent devenir donc des gendarmes adjoints volontaires. Voilà, on verra tout cela dans sa rubrique. Et enfin, pour notre rubrique C'était hier, aujourd'hui, nous connaîtrons l'histoire d'une mitrailleuse qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui est exposée au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Billet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef du projet Rescue, donc à l'ACPS en Nouvelle-Calédonie. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, un thème qui nous réunit et qui fait beaucoup couler d'encre, c'est le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on est là pour parler un peu de ce fameux projet Rescue. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors Rescue, c'est un projet qui est effectivement coordonné par la CPS, donc le secrétariat général de la communauté du Pacifique, et qui vise à apporter un appui technique aux différents pays et territoires insulaires du Pacifique pour les aider à s'adapter au changement climatique dans une optique bien particulière qui est principalement d'utiliser les écosystèmes, la nature, la biodiversité pour fournir des solutions d'adaptation. Donc c'est par exemple les mangroves pour lutter contre l'érosion du littoral. Voilà, c'est un des exemples les plus connus et les plus concrets, les plus faciles à appréhender, mais il y en a d'autres. Ça concerne aussi la restauration écologique, donc revégétaliser par exemple les berges des rivières pour qu'en cas d'inondation, ces inondations étant amenées à être plus fréquentes dans le futur avec des événements pluvieux extrêmes dus au changement climatique, pour qu'en cas d'inondation, la rivière charrie moins de sédiments, qu'il y ait moins d'érosion, etc. Donc c'est ça les objectifs du projet Rescue. Il intervient sur 4 pays et territoires, Fidji, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc il y a aussi un enjeu fort de ce projet à l'échelle régionale qui est de faire dialoguer les territoires français avec les pays indépendants du Pacifique. Et c'est un projet qui est financé par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. D'accord. Alors qui sont les acteurs? C'est la population? C'est les techniciens comme vous par exemple? Alors nous à la CPS, on fait la coordination régionale du projet. Ensuite, la mise en œuvre concrète sur le terrain, on la confie à des consortiums, donc des groupements d'acteurs assez divers. Ça réunit des bureaux d'études, des consultants, des centres de recherche, des ONG, des associations locales, même vraiment à une échelle très locale, des communautés, des villages, des tribus, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est assez varié, mais en gros on essaie d'aller chercher les compétences techniques là où elles sont et surtout de confier la réalisation à des gens qui vivent autant que possible sur les sites sur lesquels on intervient au quotidien, ce qui n'est évidemment pas notre cas à nous qui travaillons à la CPS. Alors j'entends parler de compétences techniques. Quels sont les moyens, les outils que vous utilisez justement? Alors, que vous avez les moyens, ils sont divers. On aide principalement, on aide les administrations, puisque c'est le rôle de la CPS, c'est d'intervenir en appui à ses membres. Et donc les membres, c'est les gouvernements et administrations des pays et territoires partenaires. Donc nous, on leur apporte un appui technique sur leur politique de protection de l'environnement, de protection du littoral, sur leur politique de développement local. On les aide par exemple à mettre en place ou gérer des aires marines protégées, à gérer les déchets à certains endroits où les déchets sont un problème. En fait, ça dépend énormément des sites. Voilà, si on travaille, pour prendre un exemple, on travaille sur la zone côtière nord-est en Nouvelle-Calédonie, donc en province nord, et là, un des problèmes principaux, c'est les espèces envahissantes, le cerf, le cochon, qui dégradent le couvert végétal, forestier, et qui génèrent de l'érosion sur les bassins versants des rivières, et donc in fine des problèmes dans le lagon. Donc là, on intervient sur des questions de chasse, des questions de mise en défense des bassins versants, des choses comme ça. Ailleurs, c'est pas du tout ça le problème, et on est plutôt sur de la pêche côtière, gérer l'effort de pêche, ou sur de la gestion des déchets ou des eaux usées. Voilà. Donc là, on intervient toujours avec les administrations compétentes en leur apportant un appui technique
qui peut être vraiment soit de l'expertise, soit, pour reprendre l'exemple de la zone côtière nord-est, on va mettre en place un dispositif de suivi, de mesure de l'érosion. Donc là, il y a vraiment des outils très techniques, des appareils de mesure à mettre en place sur le bassin versant, mais qui vont être ensuite dans le temps gérés par les populations sur place. Pour qu'elles puissent en réaliser le suivi et puis aussi s'en approprier les résultats, voir elles-mêmes quels sont les impacts des espèces envahissantes comme le cerf ou le cochon sur les flux de sédiments dans les bassins versants. Après, contrairement aux autres îles du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, nous avons quand même 3 usines. Donc, comment on fait face justement à ça par rapport à ce petit pays? Les usines, elles posent pas de questions particulières par rapport au projet sur lequel on travaille, le projet Rescue. Après, elles sont potentiellement source d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Donc ça, il y a beaucoup de débats là-dessus en ce moment en termes énergétiques. C'est pas un sujet sur lequel on travaille, nous. D'accord. Donc voilà, pas autre chose à dire sur ce sujet. Donc autre sujet qui nous concerne par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites au niveau de ce projet Rescue et qui a beaucoup de relations. Donc on parle d'Océan 2015. Alors qu'est-ce que c'est pour nos chers téléspectateurs? Alors Océan 2015, c'est une petite initiative, c'est-à-dire une espèce de petite force de frappe qui a été mise en place il y a 1 an à peu près, qui a réuni 22 chercheurs, spécialistes, experts, etc., de 9 pays, pour faire des scénarios d'impact, ce qu'on appelle des scénarios d'impact du changement climatique sur les océans et sur les sociétés, les communautés qui dépendent des océans. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de l'idée qu'il fallait absolument qu'on arrive à informer les négociateurs sur le changement climatique, donc ceux qui sont en train de se préparer pour la grande conférence climat qui sera organisée à Paris à la fin de l'année, qu'on arrive à les informer avec, voilà, si vous prenez telle décision sur les émissions au cours du 21e siècle, les émissions de gaz à effet de serre, voilà ce qui va se passer pour les océans. C'est pas à nous évidemment de décider ce qui est bien ou pas, mais en revanche on peut les informer, réunir la meilleure science disponible, les meilleurs experts et leur dire voilà ce qui va se passer pour les océans et pour les sociétés qui dépendent de ces océans à travers ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc c'est ça qu'on a fait dans cette initiative qui a donné lieu donc à la publication du rapport dans la revue Science la semaine dernière. Alors beaucoup de scientifiques justement dans cet article ont beaucoup participé. Alors quelle est la contribution justement de la science pour résoudre justement tous ces problèmes de réchauffement climatique? Alors, ce que cet article et cette initiative Océan 2015 montrent, je dirais de façon très claire, c'est 3 choses. D'une part, que les impacts du changement climatique et de l'acidification des océans, qui est l'autre problème associé au dioxyde de carbone, ces impacts sont déjà réels, visibles, palpables, dans le Pacifique en particulier. Ça, c'est quelque chose qu'on a confirmé à travers cette initiative, notamment en fait en prenant les publications scientifiques parues après le dernier rapport du GIEC, donc depuis les publications scientifiques parues depuis 2-3 ans, qui confirment vraiment que ces impacts du changement climatique et de l'acidification sont en train de se faire sentir. Ça, c'est une première information très importante. La deuxième information, c'est que si on se place dans un scénario avec un réchauffement de plus de degrés d'ici la fin du XXIe siècle, qui est l'objectif sur lequel les pays se sont à peu près mis d'accord à Copenhague en 2009. Dans ce scénario à plus de degrés, il y a des impacts sérieux déjà sur le milieu marin. On a souvent tendance à entendre plus de degrés, c'est une utopie des écolos. C'est pas le cas du tout et ça notre travail le montre très clairement. À plus de degrés, notamment les coraux, les récifs coralliens des eaux tropicales sont extrêmement menacés. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle évidemment pour le Pacifique et pour toutes les zones tropicales. En revanche, à plus de degrés, ce qui est rassurant, c'est qu'on a beaucoup d'options de gestion. On a beaucoup d'options pour faire face à des impacts relativement limités. Et le projet Rescue, c'est là où la connexion se fait. On propose des solutions. Voilà, le projet Rescue teste des solutions face au changement climatique dont on commence à pouvoir comprendre un peu si elles sont valables ou pas dans tel ou tel scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Donc à plus de degrés, on voit qu'on a plein de solutions. Par exemple, mettre une aire marine protégée sur un récif corallien, ça va permettre de le soulager de tous les autres facteurs de stress
que le changement climatique, et donc il aura plus de chances de se rétablir, par exemple s'il y a un événement de blanchissement, après il pourra se rétablir s'il n'y a pas trop de pollution, pas trop d'efforts de pêche, etc. En revanche, ce qu'on montre aussi, et c'est le troisième point, c'est que dans un autre scénario, qui est un scénario sans effort, en tout cas sans effort supplémentaire, donc qui nous mène plutôt vers du plus 4 degrés à la fin du XXIe siècle, là, non seulement les impacts sont, sans surprise, extrêmement sévères sur à peu près tous les écosystèmes et tous les organismes marins, pas seulement les récifs coralliens, mais le pire, c'est qu'on a beaucoup moins de solutions de gestion et que, pour reprendre le même exemple, mettre une aire marine protégée sur un récif corallien à plus 4 degrés, ça a de bonnes chances de servir à rien parce que ce récif risque de mourir, même s'il n'y a pas d'autres facteurs de stress pour lui. Après, on le sait très bien, hein, c'est justement de baisser l'activité industrielle des grands pays qui fait que toutes ces solutions peuvent aussi être concrétisées par rapport au réchauffement climatique. Alors, c'est tout l'enjeu et c'est finalement le message clé sur lequel on arrive à la fin, c'est que, alors il ne s'agit pas tant de baisser l'activité industrielle que de baisser ce qu'on appelle l'intensité carbone, sans doute, de l'activité industrielle. En tout cas, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, il faut que ça se soit fait très rapidement, avec une ambition très forte, à la fois par les pays industrialisés et par les pays en développement. C'est-à-dire que vraiment, il faut arriver à des engagements universels de tous les pays à la conférence de Paris en décembre. On ne s'attend pas à ce que ces engagements soient suffisants dès cette année, mais si déjà on arrive à un accord qui inclut tous les pays dans un effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce sera une bonne chose. Et puis il faudrait aussi un mécanisme qui nous permette ensuite d'ajuster les ambitions petit à petit et d'augmenter le niveau d'ambition année après année pour arriver finalement dans la deuxième moitié du XXIe siècle à être ce qu'on appelle neutre en carbone, c'est-à-dire à ce que l'humanité ne soit plus émettrice nette de dioxyde de carbone. Alors pour terminer cet entretien, donc, quelles sont les activités qui attendent ce projet Rescue en Nouvelle-Calédonie dans les prochaines semaines, pardon. Alors donc ce projet Rescue en Nouvelle-Calédonie travaille à la fois sur la zone côtière nord-est, comme je le disais tout à l'heure, et sur le Grand Sud, donc province nord et province sud, et il est désormais opérationnel. Donc les activités de terrain commencent vraiment depuis 2 mois, disons. On a eu la semaine dernière un comité de pilotage pour la province nord à Pointe-Dimier. Il y aura bientôt la même chose pour la province sud. Et c'est dans ce genre d'enceinte qui associe les différentes administrations concernées qu'on décide du programme d'activité très détaillé à mettre en œuvre par nos opérateurs. Donc on va en particulier là dans les 2 mois qui viennent organiser des événements de lancement un peu festifs pour que la population soit bien informée que ces projets commencent et pour partir du bon pied. Bon ben voilà, on aura justement l'occasion de vous réinviter pour nous faire le bilan de toutes ces activités. Avec plaisir. Donc Raphaël Bié, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Aujourd'hui, pour l'agenda, on accueille donc Davina et non Falahi. Bonjour Davina. Bonjour C'est Élise. le grand retour là. Eh oui, le grand retour. Désolée pour ceux qui attendaient notre très jolie Falahi, mais bon, c'est moi qui suis à la commande de l'agenda, on va dire comme ça, à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver Falahi dans d'autres chroniques. Alors qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Davina? Alors écoute, on va commencer cet agenda en parlant des activités manuelles qui sont proposées du côté du Centre culturel de Vaud. Pour les enfants qui sont âgés de 6 ans et plus, ces activités sont prévues pour le mercredi prochain, donc le 29 juillet, de 13h30 à 15h30, pardon. Donc profitez-en, c'est gratuit. En plus, il n'y a pas de limite pour les inscriptions. Vous pouvez le faire soit maintenant par téléphone, donc au 44 55 50, ou soit en vous rendant là-bas directement, même le jour J, ce sera possible. D'accord, et on poursuit avec du sport pour les petits sur la commune de Pauillane, et puis plus précisément, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas Élise, tu ne te trompes pas. Donc on parle là de baby basket. Cette discipline concerne uniquement les enfants qui sont nés en 2008 et 2009. Ils ont lieu donc tous les lundis à la salle des fêtes à Népouy de 15h15 à 16h. Donc ceux qui sont intéressés peuvent désormais appeler donc Karl. Il est joignable au 827
487. Il y a bien sûr d'autres sessions pour les enfants un peu plus âgés. Là, je pense notamment aux 12-17 ans. Là, ça se passera plutôt les mardis, mercredis et jeudis. Donc, si ça vous intéresse, pareil, rapprochez-vous de Karl. Et puis, dans tous les cas de figure, il faudra quand même fournir un certificat médical qui stipule que l'enfant est apte à faire du sport. Voilà. D'accord. Voilà, donc il y a eu le baby volley, aujourd'hui le baby basket, donc on fait beaucoup de choses pour les enfants. C'est pas plus mal, n'est-ce pas? C'est bien, oui, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Effectivement, et dès le plus jeune âge, c'est encore mieux. Après le sport, on aborde un sujet un peu plus sérieux, avec les permanences juridiques gratuites en province Nord. Oui, c'est ça. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, la juriste qui est en charge de ces permanences est actuellement donc en congé. Donc elle sera de retour lundi prochain, le 27 juillet. Mais durant son absence, si vous avez besoin d'un conseil ou de parler à quelqu'un, donc vous pouvez vous rapprocher soit de la mission de la femme en province Nord, donc le numéro pour les joindre c'est le 47 73 37, ou alors vous rapprocher du centre d'accueil des femmes en difficulté de Vaud. Ils ont aussi un numéro de téléphone, le 42 79 89. N'hésitez surtout pas à les appeler, ils sont là pour vous écouter et ils pourront vous réorienter vers le professionnel le plus apte pour vous aider, quoi. Voilà, et pour en revenir aux permanences juridiques, elles reprendront le lundi 27 juillet. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, mais dans quelle commune précisément, Davina? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Donc le lundi 27, elle sera du côté de Pointe-Dimier à l'annexe de la province Nord le matin de 8h à midi. Donc j'aurai bien sûr l'occasion de revenir sur les prochaines dates de ces permanences. Voilà, d'accord, mais en attendant, on parle d'un spectacle du côté de Koné. Oui, c'est ça, on va s'intéresser donc à une date à noter. Le jeudi 23 juillet, il y aura un spectacle de danse, donc chez Mel. C'est une création contemporaine qui a été créée pour 4 danseurs qui revisitent un peu les gestes traditionnels, notamment de confection de nattes, et qui invite un peu à voir ce qu'on peut faire quand on mélange les différentes connaissances, les différentes ethnies qui cohabitent sur ce caillou. D'accord, donc et dans le spectacle, ça se traduit comment avec ces différentes thématiques? Déjà, ça se traduit dans le casting, si tu veux, parce que tu vas retrouver des danseurs de toutes les ethnies qui vont venir et qui vont présenter les différentes techniques que tu peux retrouver notamment dans la danse traditionnelle, dans le hip-hop ou dans la danse contemporaine. C'est bien. Et puis tout ça, ça a été travaillé donc par une chorégraphe qui est entre autres Véronique Nave. Et puis tu vas aussi retrouver des danseurs que l'on connaît bien. Je pense notamment à notre ami Richard Digoué qui fait partie quand même du spectacle. Voilà. Très bon danseur. Voilà, très beau spectacle en perspective. C'est ce jeudi, donc si vous êtes dans les alentours, n'hésitez pas à y aller. C'est gratuit, c'est ça, tu confirmes, Davina? Oui, je confirme, c'est gratuit. Voilà. Et vous pourrez justement aller encourager ce travail de nos artistes calédoniens, Davina. Donc, avant de se quitter, donc une dernière petite information pratique qui concerne la commune de Koné. Oui, c'est ça. Donc, ça concerne le centre communal d'action sociale. Il a déménagé. Donc, maintenant, il se trouve du côté de l'école Les Flamboyants. Je précise parce qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas et qui vont à l'ancienne adresse. Donc, voilà. Notez, il faut aller du côté de l'école Les Flamboyants si vous avez besoin d'aller au centre communal d'action sociale. Je voulais terminer quand même en rappelant qu'on avait annoncé la fête de l'Igname pour le week-end du 11-12 juillet. En fait, ça a été reporté et ce sera la semaine prochaine, donc le jeudi 31 juillet et le samedi 1er août. Voilà, Élise. Voilà, une bonne occasion d'aller découvrir la commune de Poney-Réouin. Merci, Davina, et on te retrouve demain pour l'agenda. Oui, c'est ça. À demain, Élise, et au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre rubrique C'est Sport. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Ça y est, la 15e édition des Jeux du Pacifique PNJ 2015 s'est achevée ce samedi. Prochain rendez-vous pour nos athlètes, ce sera dans 4 ans à Tanga. On n'oublie pas également au passage les mini-jeux qui, quant à eux, se dérouleront au Vanuatu. Donc la plupart des délégations ont commencé à rentrer, ont regagné leur pays à partir de samedi après-midi où ils n'ont pas pu assister à la cérémonie de clôture. D'autres sont rentrés dimanche matin. Quant à la délégation Kagou, c'est ce matin à 5 h qu'ils ont quitté l'aéroport international de Port Moresby, arrivée prévue à 9 h du matin à l'aéroport de la Tantouta. Retour au Nouméa, ce qui signifie donc reprise du championnat, des différents championnats et du calendrier sportif. Mais il y aura aussi un bilan à effectuer, bilan de la compétition, pour pouvoir se servir de ces Jeux du Pacifique pour pouvoir établir une feuille de route et un éventuel projet sportif. Car il y a un constat qui est flagrant, qui a été effectué par la plupart des coachs, la plupart des entraîneurs,
dans toutes les disciplines, c'est que la concurrence derrière avec les autres pays du Pacifique, elle arrive tout doucement et l'écart qu'il y avait il y a 4 ans n'est plus le même. L'écart se resserre et les pays n'hésitent pas à sortir, à quitter leur territoire pour préparer ces Jeux du Pacifique, notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie et même aux États-Unis. Donc, on a du pain sur la planche, on a du travail pour les prochaines années. Et ça, ça passe avant tout par un bilan. Premier bilan donc avec le beach volley. C'est une discipline qui, comme le football féminin, a réussi tant bien que mal à monter une sélection malgré le fait qu'ils n'ont pas de championnat. Il n'y a pas de championnat de beach volley en Nouvelle-Calédonie. Donc aucune compétition. Je vous propose d'écouter tout de suite les explications. C'est dans ce reportage. Au niveau de la structure du beach volley en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pratiquement rien du tout concernant cette discipline et c'est vraiment dommage car il y a du potentiel et en fait le beach volley ne se fait qu'au mois de décembre, dans la saison chaude. Et c'est très, très difficile de préparer plusieurs équipes pour ces jeux-là. Donc moi j'ai fait les Jeux de 2003, 2007 en tant que joueur et 2011 donc j'ai pas pu être joueur donc j'ai été coach. Et en 2013 j'ai été coach aussi pour la paire qui a participé à Wallis Futuna au mini-jeu. Et donc là je reviens en tant que joueur. On n'a pas eu la préparation que Lindor a eu. Lindor a dû faire un voyage à Tahiti pour sa préparation. On a fait 3 semaines d'entraînement sur Nouméa, mais voilà, on est venu directement pour représenter le pays ici. 17 all. Je suis surtout content parce que là, on a un nouveau entraîneur de beach, on a un nouveau joueur de beach. Donc voilà, il faudrait que voilà, on organise des championnats au pays pour ramener des jeunes. Puisque voilà, mais moi je crois que ça sera mes derniers jeux en tant que joueur. J'espère pas, mais voilà, je pense que voilà, il faut laisser la place aux jeunes. Mais voilà, avant de laisser la place aux jeunes, voilà, il faut mettre en place des structures, des championnats, etc. Voilà, pour pousser les jeunes à venir et aussi former des arbitres et des entraîneurs. Puisque voilà, depuis des années, on n'a jamais eu d'entraîneur de beach volley et d'arbitre diplômé au beach volley. Voilà, il serait temps un jour de faire un gros travail sur ça. Je crois que les premiers océans de beach volley ont été réalisés en 1999, c'était à Fidji, je crois. Et voilà, on a eu une paire calédonienne qui a fait l'argent, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, cette personne-là, le staff de NC Première, c'est Christian Favnek, avec Christophe Pommelet. Donc voilà, rend hommage à Pommelet qui est décédé. Donc voilà, les premiers participants. Et depuis 1998, je crois, et donc voilà, l'ampleur du beach a été accélérée, quoi. Voilà, beaucoup de personnes jouent au volley, et notamment jouent avec les règles beach volley, quoi. Donc voilà, puisque voilà, les règles sont spécifiques, quoi. Quelques règles sont spécifiques au beach volley. Donc une des premières règles, c'est le toucher au contre. Donc là, au toucher au contre en beach volley, donc là, dès que je touche au contre, donc derrière, il nous reste qu'à faire 2 touches pour envoyer chez l'adversaire. Alors qu'en indoor, on a le droit de toucher une fois et faire 3 touches derrière.
on a un inconvénient aussi, nous, c'est parce qu'on est sous la tutelle de la Fédération française de volleyball. Donc voilà, c'est ce qu'ont pas les autres pays. Donc les autres pays, eux, ils sont en fédération déjà. Et donc ils font appel directement à la Fédération internationale de volleyball. Donc voilà, nous, c'est ce qu'on... Il faudrait qu'on prenne l'exemple et le travail qu'a fait la Fédération calédonienne de football actuellement. Donc voilà, avec des grosses formations au niveau de notre zone, quoi. Donc voilà, nous, on est obligé soit d'aller en métropole pour se former là-bas, ou soit faire venir un formateur. Et voilà, beaucoup de choses. Alors qu'on a des pays à côté de nous où on peut s'entraider, etc. au niveau des formations, comme le Vanuatu qui fait un gros développement sur le beach volley, qui est axé plus sur le beach volley que les indoor. Nous n'avons pas de championnat, nous n'avons rien. Comparé au Vanuatu qui, eux, s'exportent à l'extérieur au niveau mondial. Et plusieurs pays du Pacifique le font, comme les îles Cook, comme les Samoa et Tahiti maintenant, actuellement. Ils ont été dernièrement au championnat du monde de beach UNSS scolaire. Voilà, nous, c'est ce qui nous manque en fait, c'est des organisations comme celle-là. Ça peut prendre l'ampleur en sachant qu'ici on a le climat favorable. On n'a pas ce qu'a l'hémisphère nord, hein, c'est-à-dire voilà, une période d'hiver, une période d'été, printemps. Ici on est quasiment tout le temps dans de bonnes conditions. Je peux donner un exemple sur les championnats nationaux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Pendant le mois de janvier et décembre, où on a des équipes de métropole, on a des équipes suisses, etc., qui viennent faire leur préparation ici, dans les championnats australiens et néo-zélandais, parce que voilà, là-bas c'est l'hiver, et donc voilà, ils viennent chercher des tournois où les conditions sont correctes au niveau climatique. On a 2 terrains de beach, on a le premier terrain de beach qui est à Rivière-Salée, et puis le deuxième terrain de beach à Koutio, donc voilà, dans le site du Grand Nouméa, avec une moins bonne qualité de sable. Et puis après, l'avantage qu'on a, c'est les plages. Donc voilà, on a beaucoup de plages. Des plages comme à Lansvata, à Bouraï, etc. Donc voilà, à Pointe-Dimé. Donc à mon avis, ce n'est pas un problème d'infrastructure, quoi. Donc voilà, après c'est la Ligue qui doit faire son boulot, quoi. Mettre en place un championnat de Calédonie pour développer cette discipline. Voilà. Voilà, très difficile donc pour nos 2 Cagous de pouvoir ramener un résultat donc de Port Moresby et de défendre cette médaille d'argent qu'ils avaient conquise durant NC 2011, espérant que dans les prochains mois, dans les prochains jours, on puisse avoir un championnat de beach volley en Nouvelle-Calédonie. Comme il a dit dans le reportage, ce n'est pas les infrastructures qui manquent, ce n'est pas les terrains, ce n'est pas les conditions météorologiques qui vont nous empêcher à pouvoir monter un championnat de beach volley. C'est juste le nombre de licenciés, juste le nombre de pratiquants. Et pour cela, eh bien, il faut pouvoir se serrer les coudes et il faut qu'il y ait une bonne politique de développement qui soit enclenchée justement pour cette même discipline. Mercredi prochain, on ira à la rencontre d'Adrien Kella, médaillé d'or au 1500, médaillé d'argent au 800. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à mercredi. Alors, s'orienter vers une carrière dans la gendarmerie est possible lorsqu'on est un jeune du pays. Donc, en plus, la formation se déroule ici en Nouvelle-Calédonie. Bonne nouvelle. Donc, bonjour Marie-Hélène, rappelle-nous de quelle formation s'agit-il? Bonjour Élise et bonjour chers téléspectateurs. Alors, il s'agit en fait de la formation de gendarme adjoint volontaire Élise. Elle a commencé donc en mai dernier et elle doit se terminer justement à la fin du mois de juillet. Et s'agit-il de la première formation organisée sur le territoire? En fait, non, il s'agit de la 2e promotion en fait Élise. La formation ne se déroule qu'une fois par an.
Et donc les élèves, en fait, à cette occasion-là, ils se retrouvent donc au centre de formation qui se trouve du côté de Tantouta. Il s'agit donc du cantonnement en fait de gendarmerie mobile, voilà, qui est donc ouvert exceptionnellement pour la formation. Alors tout à l'heure, tu disais de mai à juillet. Est-ce que cette formation dure que 3 mois? Eh bien oui, Élise, 3 mois pour être opérationnel en fait et donc apprendre les bases du métier de gendarme. Donc durant cette période, les élèves ils reçoivent, tu t'en doutes bien, une formation professionnelle et militaire. Alors ils ont des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Alors à noter en plus de ça que cette formation elle est identique à celle en fait qui est dispensée donc en métropole. Et pour garantir si tu veux cela, tu as carrément donc quelqu'un de métropole qui est venu donc pour renforcer les équipes. Il s'agit donc d'un sous-officier de l'école, donc des officiers de la gendarmerie de Tulle. Donc comme ça, effectivement, la formation est garantie. Alors quel est le rôle, dis-moi Marie-Hélène, du gendarme adjoint volontaire? Alors le GAV, comme on l'appelle dans le jargon de la gendarmerie, GAV pour gendarme adjoint volontaire, en fait il est donc amené, si tu veux, à être un gendarme sous contrat. Donc en fait il a un contrat de 2 ans, renouvelable une fois pour une durée de 3 ans. Ensuite, si tu veux, il est amené donc à seconder en fait les sous-officiers. Voilà, donc si tu veux, en gros, il acquiert une première expérience professionnelle qui lui servira ensuite pour poursuivre en fait sa carrière au sein donc, de la gendarmerie, s'il le souhaite bien évidemment. Mais voilà, normalement, l'échelon en fait suivant sera celui de sous-officier, Elisa. Alors une fois sous-officier, quelles seront ses missions? Alors, il sera donc amené, donc, du coup, à être un militaire professionnel de la sécurité. Et puis, ce militaire-là, il est toujours placé, si tu veux, au cœur de l'événement, en fait. Il est donc au contact de la population aussi, et puis au service du citoyen. Alors, il faut savoir que l'avantage, si tu veux, d'intégrer, on va dire, la gendarmerie, c'est qu'on a la possibilité ensuite d'exercer une dizaine de métiers, Élise. On peut devenir plongeur, on peut devenir maître chien, on peut également devenir spéléologue, ou encore membre du GIGN, technicien donc en identification criminelle ou encore négociateur si tu veux de crise. Donc tu vois tous ces métiers-là voilà, sont donc possibles lorsqu'on décide d'intégrer la gendarmerie nationale. Et comment faire justement pour accéder à ce grade-là? Il faut passer, alors pour le grade en fait de sous-officier, il faut donc en fait passer un concours, Élise. Et donc ce concours, si tu veux, il se prépare. Donc tu as soit la possibilité en fait d'intégrer une classe préparatoire, soit tu intègres en fait une classe d'excellence. Et si tu intègres une classe d'excellence, tu as l'opportunité de passer le concours, si tu veux, donc de sous-officier, mais aussi en fait celui de la police, parce qu'en fait c'est une classe qui est en fait en partenariat avec la police. D'accord, donc c'est très intéressant de pouvoir gravir justement les échelons d'année en année et occuper des postes à responsabilité finalement. Moi je suis d'accord avec toi en fait, puisque justement lorsqu'on n'a pas beaucoup de diplômes, et ça nous permet de bénéficier, si tu veux, on va dire d'un ascenseur social, comme ils le disent dans leur jargon justement les gendarmes, et puis de gravir comme ça un à un les échelons, et puis d'avoir finalement une belle carrière. Et une bonne place surtout. Alors combien d'élèves y a-t-il justement dans cette deuxième promotion? Alors il y a donc 11 femmes et 9 hommes, Élise. Les femmes sont nombreuses. Est-ce que le métier justement de gendarme se féminiserait-il? Écoute, c'est vrai que depuis que les femmes peuvent postuler, si tu veux, au sein donc, de la gendarmerie nationale, c'est vrai que voilà, elles sont un petit peu présentes un peu partout. Donc je suis allée sur un site qu'on appelle le site Emploi Public, et donc au 1er janvier 2014, ce taux, si tu veux, de féminisation, il était de 17,6%, civils compris. Donc je peux te donner des petits détails si tu le souhaites, Élise. Sur 97 000 gendarmes, il y avait donc 17 392 femmes. Après, dans les différents grades, il y a bien évidemment des femmes. Chez les sous-officiers, on peut compter 964 femmes sur 8244 sous-officiers. Du côté des gendarmes adjoints volontaires, on en compte 1181 sur 3950. Et puis du côté du grade officier, on compte 387 gendarmes. Bon, il y a toujours autant d'hommes. Alors en ce moment, mais oui, c'est tout récent, ça date que de 32 ans, le fait qu'elles peuvent postuler. Donc les choses se font petit à petit. Bon, il y a toujours de la place pour les femmes. Alors en ce moment, où est-ce qu'ils en sont de leur formation? Alors depuis, si tu veux, le mois donc de juillet, ils sont donc aujourd'hui affectés dans des brigades. Les brigades donc du côté de la province Nord sont celles de Koné, Yengen et Poneriwa. Donc en fait, ils sont vraiment sur le terrain et donc travaillent aux côtés
côté des gendarmes qui sont donc des gendarmes de carrière, titulaires exactement. Et fin juin, donc, figure-toi qu'ils étaient en examen pratique du côté donc de Tontouta au programme. Donc il y avait contrôle de véhicules, contrôle donc de personnes, contrôle routier et puis intervention aussi sur un accident. Et figure-toi qu'il y était pour nous Alexandre Sigura. Okay. Voilà, donc on va regarder de suite son reportage. Place à l'action. Bascule. À plus près. Monsieur, on va desserrer les doigts. Okay. Et on va décrocher la ceinture de la main gauche. Monsieur, maintenant on va sortir. Au sol, au sol, au sol. Individu maîtrisé. Ok, c'est bon pour moi. Bonne promotion. Monsieur, bonne promotion. Aujourd'hui, au cantonnement de la gendarmerie de Tontouta, va se dérouler l'examen final de nos jeunes Calédoniens et nos jeunes Calédoniennes qui sont en stage de formation pour devenir gendarmes adjoints volontaires. Donc une vingtaine de jeunes du territoire ont été recrutés et ont été formés ici pendant 9 semaines pour après être mis en unité opérationnelle auprès des gendarmes d'Active. Deux ont choisi de prendre comme spécialité emploi particulier, c'est-à-dire qu'en fait ils sont amenés à faire du secrétariat, et les 18 autres qui sont encore en centre de formation à l'heure actuelle, eux ont fait le choix de faire APJA, agent de police judiciaire adjoint. En l'occurrence, ils sont formés à toutes les facettes du métier de gendarme, et comme peut l'être un sous-officier, ils sont amenés à intervenir sur les accidents, sur les vols avec flagrance, enfin tout ce que le gendarme fait, le gendarme adjoint le fera. Et évidemment, à la fin de l'atelier, il faudra faire les CPS. Les champignons. Yes, bien vu. Ce que je veux voir aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des champions de l'intervention professionnelle, c'est que je veux voir des gens qui sont quand même responsables, d'accord, et qui font pas n'importe quoi avec leur arme. Ok. S'il y en a qui commencent à faire n'importe quoi, là, ça sera pas bon. Rédaction, on est d'accord. Hein. Oui. La recherche de l'infraction n'intervient pas vraiment dans le délai, quoi. Okay, moi, la rédaction est un bramante, voilà, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir un contrevenant et de garder un contrevenant 40 minutes sur le bord de la route pour rédiger un non-porte-ceinture. Il faut être un petit peu cohérent. Hein, d'accord. Après, la recherche de l'infraction, elle arrivera naturellement. De toute façon, vous aurez une liste, vous ferez quasiment toujours la même chose. Non-porte-ceinture, allez, chacun. 8. 3. Un haut. 3. 8. 3. Le premier atelier de la journée, là, ils vont être mis en situation avec un thème. D'accord, on leur a préparé des petits sujets qui vont tirer au sort. Et de ce sujet découle une infraction au code de la route, une infraction basique, qui demandera la rédaction d'un timbre-amende. Et on leur demandera de retrouver l'infraction dans le mémento des infractions du code de la route et de rédiger un timbre-amende afin de le remettre au contrevenant. La particularité, c'est d'essayer de rechercher le plus rapidement possible l'infraction dans le mémento, parce que c'est un petit recueil, il y a peut-être 300 ou 400 infractions. Okay, et puis de rédiger assez rapidement le timbre-amende de telle sorte que le contrevenant ne soit pas bloqué trop longtemps sur le bord de la route. Et 15 minutes, 10-15 minutes, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Allez, premier binôme accident là. Bon, bah, ça, c'est vous. Démenez votre Roman. Ok, allez, let's go. On va partir en patrouille et on va tomber sur l'accès. Josette. Josette. Tu vas mettre l'école. Moi, je vais rentrer.
Papa Tango ici, Whisky Juliette. Me respect chef, nous sommes bien arrivés sur le lieu. Alors, l'intérêt en fait c'est la mise en situation d'un accident de la circulation routière. Hein, c'est la constatation d'un accident, le transport sur les lieux et puis les premières mesures à prendre d'urgence et puis tout ce qui porte sur la constatation proprement parlée de l'accident. Ce qu'on attend d'eux c'est d'abord qu'ils préviennent les secours, hein, le secours aux personnes dans un premier temps. Et puis ensuite, on passe à toute la partie constatation, compte rendu, et puis dépistage, tout ce qui est alcoolémie, stupéfiant. Et ensuite, tout ce qui est constatation sur le véhicule à proprement parler, sur les documents liés à la circulation du véhicule. T'as un téléphone, t'as une radio, t'as tout ce qu'il te faut. Hein. Monsieur, vous m'entendez? Ouais. Vous allez bien? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Non, il y a un monsieur qui a traversé, je sais pas comment vous voulez, il y a un monsieur qui a traversé. J'ai perdu le contrôle. D'accord. J'ai mal à ma jambe. Monsieur, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à un test d'alcoolémie. Ne bougez pas, on va prévenir les pompiers, les secours. Restez tranquille. Personne ne peut famille des pompiers. T'as fait le croquis, t'as tout fait, mais pour l'instant, il est toujours en train de mourir, lui. Hein. Donc, je vais utiliser je vais appeler les pompiers. D'accord. Vas-y. Les pompiers, j'écoute. Allô, ici la brigade de Païta. Oui. Nous sommes arrivés sur un lieu d'accident. Oui. Du côté de, je sais pas, on est à la sortie de Tontouta. Oui. C'est une... Disons que les difficultés surtout c'est de bien prendre les premières constatations hein, avant l'évacuation et des victimes et du véhicule. C'est de penser à tout avant qu'il n'y ait plus rien sur place et qu'il soit impossible de remettre en place et les victimes et les véhicules bien sûr. Bon, allez. Déjà l'information, les rencontres après. Par rapport à cet exercice, je trouve que c'est stressant. C'est stressant et difficile, mais voilà, on est là pour apprendre. On nous forme pour en cas où on arrive à cette situation, on nous forme pour ça. Voilà, juste garder son sang-froid, son calme. Pour l'examen du Tamarand, moi je suis tombée sur un véhicule qui avait grillé un stop. Et je devais lui mettre une amende de 15 000 francs de 4e classe. Et j'avais besoin de tous ces papiers du véhicule, pièces d'identité pour remplir son bulletin d'amende. C'est bon, très bien. Allez, Là, on va arriver normalement sur un cambriolage et on doit maîtriser l'individu. Donc plaquage au sol pour moi. Pour moi ça va être menottage au sol. Après lui je sais pas ce qu'il va faire comme menottage. Menottage en l'air, debout. Voilà. Lui il va faire au sol, moi je vais faire debout. Nous ça va mais c'est lui qui va galérer. C'est vrai. Ouais voilà moi mon rôle je suis plastron comme mon collègue là au Yohan. Voilà mon rôle c'est d'essayer de voler une voiture. Voilà comme ça là. Je suis en train de voler une voiture. Et puis les élèves adjoints volontaires là, qui vont venir là, ils vont essayer de m'intercepter pendant le temps que voilà, j'essaie de voler une voiture. On a eu du renseignement comme quoi il y aurait une personne qui rôderait dans la direction d'Ambroise dans le parking, qui serait en train d'essayer de forcer à des véhicules. Donc vous, votre mission, vous rendre sur place, contrôler la personne et l'interpeller si besoin. Monsieur, lâchez ça là, posez votre couteau. Posez votre couteau. Pose ton couteau à terre. Ton couteau à terre. Retourne-toi. Retourne-toi. Au sol, monsieur. Au sol. On écarte les bras, on écarte les jambes. Suppliez votre jambe. Ok, c'est bon. Deux possibilités. Soit on décide de se faire déceler directement ici, soit ce qui à mon avis est un peu plus judicieux étant donné qu'il est de dos, on sort notre arme, on place un appui et on avance tranquillement pour se rapprocher au maximum et profiter de l'effet de surprise.
À un moment donné, vous décidez de faire les injonctions. À partir du moment où ils se retournent, là, ce qui me dérange, c'est que les deux sont en mouvement. D'accord ? Il n'y a pas d'appui fixe. Il faut l'appui fixe. Alors là, quand je dis appui fixe, on peut très bien faire 1 ou 2 pas sur le côté. Moi, ça ne me cause pas de problème. Par contre, on ne commence pas à marcher et à aller les deux en même temps sur l'individu. Ça, c'est pas bon. S'il doit y avoir ouverture du feu, on n'est pas efficace. D'accord ? L'appui, fais attention. Quand tu es en appui, l'appui, il est en position de contact, il est là. D'accord ? Si ton arme, elle est en direction du sol, tu n'es pas en mesure d'appuyer efficacement ton camarade. Parce que si tu dois faire usage de ton arme, tu vas tirer dans le sol. D'accord ? Et si tu dois remonter ton arme pour prendre une visée, forcément tu es beaucoup plus lent que si tu es déjà en position. En fait, j'ai voulu faire gendarme adjoint volontaire parce que avant de faire la formation, j'étais en fait adjoint garde champêtre sur Boulot Paris, un métier police quoi, de la police municipale, un métier pour lequel déjà qui m'apportait beaucoup. Et je me suis renseigné sur gendarme adjoint volontaire. C'est un plus en fait, c'est le fait de pouvoir évoluer dans la carrière, vu que je ne possède pas le bac. C'est le bas de l'échelle en fait, c'est par là qu'il faut passer quand on n'a pas le bac pour pouvoir poursuivre dans sa carrière. Et je regrette pas mon choix, franchement là, à l'heure actuelle tout se passe bien et je compte poursuivre plus tard en concours d'officier. Serrez vos jambes s'il vous plaît. J'ai voulu entrer en gendarmerie parce que c'est quelque chose qui m'attirait depuis longtemps, depuis le lycée. Et j'avais pas d'occasion réelle de rentrer en gendarmerie. Avant j'étais en formation à Coné, à une école d'art, EMI. Et maintenant, cette année, j'ai décidé de faire la formation GAV, gendarme adjoint volontaire de la gendarmerie, pour acquérir de nouvelles compétences et apprendre de cette institution. Et pouvoir monter en grade aussi, pouvoir faire les sous-offres si j'ai l'occasion l'année prochaine et faire gendarme de carrière. Parce qu'en fait GAV c'est juste une occasion de connaître la gendarmerie en travaillant pour elle, mais c'est un contrat à durée de 5 ans. Donc nous en tant que GAV on peut passer en interne l'année prochaine. Si on a le bac si on a le bac on peut le passer directement, mais si on n'a pas le bac on est obligé d'attendre 1 an. Et là l'année prochaine je vais tenter les sous-offres. C'est la 2e année consécutive qu'a lieu la formation de gendarme adjoint volontaire sur la Nouvelle-Calédonie. La classe préparatoire mise en place au sein du COMGEND en faveur des gendarmes adjoints volontaires leur permet, au bout de quelques heures de formation, de préparer et de surtout de présenter le concours sous-officier. Donc l'intérêt est de pérenniser en fait, le recrutement qui est fait au niveau local en recrutant des GAV, les formant sur le territoire et en les amenant à réussir le concours sous-officier qui est un concours de catégorie B. Ce qui fait qu'en fait même le jeune qui n'a pas de diplôme, qui n'est pas titulaire du baccalauréat, pourra, par le biais interne de l'institution, préparer le concours et réussir le concours sous-officier de la gendarmerie. Le choix de réaliser cette formation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, outre le fait bien entendu de mettre en avant la formation locale, c'est surtout de permettre aux jeunes de rester sur place, chez lui, afin de ne pas se retrouver avec des jeunes qui partent en métropole et qui, au bout de quelques jours de formation, rentrent sur le territoire parce qu'ils ont du mal à se faire à la métropole ou parce que la famille leur manque. Le travail de formation s'achève donc et va maintenant se profiler le recrutement pour les prochaines promotions de 2016. En principe, une promotion devrait avoir lieu en 2016 et à ce titre, les personnels, les militaires du centre de recrutement vont commencer à prospecter parmi la population, parmi les jeunes calédoniens, ceux qui voudront bien sûr se présenter au concours de gendarme adjoint volontaire, qui, comme les jeunes que vous avez pu voir tout au long du reportage, pourront intégrer à leur tour la classe GAV. Voilà un magnifique reportage signé Alexandre Sigura. Donc il faut faire preuve d'une grande concentration, car il faut penser à beaucoup de choses, avoir donc de bons réflexes lors d'une intervention. On a bien vu au début du reportage, c'est assez carré, et ne rien oublier, comme le disait le formateur justement dans le reportage. Alors quels sont les retours des formateurs? Eh bien justement Élise, figure-toi que les formateurs sont satisfaits en fait du niveau de leurs élèves, ils disent même que ce niveau-là est très bon, Élise, donc c'est plutôt
encourageant. Hein. Et puis pour l'adjudante justement Fournier que l'on a vu dans le reportage, 5 voire 6 élèves ont même le profil, si tu veux, pour devenir sous-officier. Par contre, il faudra partir en métropole, voilà, pour se former, pour passer le fameux concours en fait. Hein, et donc la formation, elle dure quand même 9 mois. Donc il faudra se séparer de sa famille, il faudra quitter son île. Concours familial. Voilà, donc il faudra être prêt. Voilà, donc à l'issue de la formation, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les 4 semaines passées à la brigade, hein, voilà, sont bien évidemment déterminantes, Élise, bien puisqu'ils vont être jugés sur justement le travail effectué sur le terrain. Donc, à l'issue de ça, il y a une note donc, qui sera attribuée à chacun d'entre eux. Hein, c'est donc le commandant donc, de la brigade, qui va donc leur attribuer une note. Et donc, en fonction de cela, ils recevront ou pas, Élise, le fameux certificat donc, technique de qualification de gendarme adjoint. Ensuite, il faut savoir qu'il y aura une petite cérémonie, hein, normalement prévue à la fin du mois. Hein. Cette cérémonie, elle est symbolique. Hein, on l'appelle la remise du képi. Donc voilà, ceux qui seront donc désignés pour devenir gendarmes, voilà, seront donc présents à cette cérémonie. Alors, quelles sont les qualités à avoir pour devenir gendarme ? Alors, l'adjudant justement Fournier disait qu'il faut être volontaire et motivé. Il faut également être un minimum sportif, hein, donc ceux qui souhaitent justement se diriger vers une carrière de gendarme, sachez qu'il faudra vous entraîner, hein, vous faire du renforcement musculaire, hein, puisque c'est une condition, si tu veux, hein, qui est assez importante. Hein, et pour un petit critère, si tu veux, un petit peu pour avoir plutôt un repérage, eh ben, il faut quand même réussir à tenir une course, si tu veux, d'au moins 3 km sans faillir, sans défaillir. Déjà, moi, je ne tiens pas 1 kilomètre. Alors, quelles sont les autres qualités, justement, pour devenir, si je suis un jeune et je veux devenir, justement, un gendarme ? Les autres qualités. Les autres qualités, Élise, eh bien, écoute, il faut savoir écouter. D'accord. Hein, quand même, hein, voilà, c'est important. Il faut également, si tu veux, avoir envie de servir, hein, avoir la notion du respect de la nation, des autorités, des institutions, faire preuve de neutralité, et puis voilà, accepter aussi la discipline, et puis savoir rédiger, puisqu'ils vont être amenés quand même à rédiger hein, des rapports. Donc il faut voilà, être à l'aise avec la compréhension de texte, et puis l'écriture. Et les contraventions. Alors, l'adjudante parlait justement d'une 3e promotion pour 2016. Eh bien, écoute, oui, parce que justement, pour ceux qui souhaitent postuler, figure-toi que c'est déjà possible. Hein, ils peuvent le faire sur le site internet, donc lagendarmerierecrute.fr. Voilà, le dépôt de dossier se fait directement en ligne. Hein, donc, il y aura bien une promotion 2016. Et donc, voilà, on peut poser toutes les questions sur l'emploi et sur la formation en se rapprochant du centre de recrutement. Hein, dont voici le numéro, Élise. Il faudra composer le 29 51 14. Voilà, pour avoir des compléments voilà, d'informations. Voilà, merci Marie-Hélène et puis on te retrouve donc demain. À bientôt Élise, demain. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin-Ban. Alors pour notre plat du jour, aujourd'hui je vous propose un plat sucré salé. Donc dans la recette qui va suivre, vous allez trouver donc des crevettes et des poingots. Donc je vous propose de découvrir cette recette. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis mal. Nous allons commencer par vous faire la présentation des ingrédients. Il nous faut pour 6 personnes 1 kg de crevettes décortiquées. Il nous faut une demi-banane poingot par personne. Donc là, nous avons 3 bananes. Il nous faut à peu près 100-150 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, des tomates pour la décoration, du sel et du poivre pour l'assaisonnement, de la crème fraîche que nous allons monter en crème fouettée et un petit peu de vin blanc. Voilà pour les ingrédients qui concernent cette recette. À partir de maintenant, Valencia va s'occuper maintenant de mettre les bananes poingots en cuisson. Alors, pendant que les bananes cuisent, Innocent ici présent va préparer le sabayon pour les crevettes. Alors, on va clarifier les œufs, je sépare le jaune des blancs.
Tu mets le blanc dedans et le jaune ici. Voilà. Voilà, parfait. Vas-y, vas-y, continue. Alors, pour monter notre sabayon, on va assaisonner les œufs avec du sel et du poivre, une petite pincée. Voilà, parfait. On va rajouter un petit peu de notre vin blanc. Donc tu vas mettre la moitié. Ok, parfait. Et tu fouettes. Et maintenant, on va monter le sabayon. On a fait chauffer de l'eau à l'avance. Donc il faut juste que la vapeur puisse venir réchauffer le fond du cul de poule, mais il ne faut pas que l'eau le touche. Allez, tu poses dessus. On va aller par là-bas. Vas-y, 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 attention à vous. Et voilà, maintenant tu remues. Ok, c'est parfait. Donc maintenant, on va réserver notre sabayon à température ambiante. On va le garder ici. On va pouvoir débarrasser le fouet. Et maintenant, on va s'occuper de nos crevettes que les élèves ont déjà préalablement décortiquées. Donc maintenant, on va mettre les crevettes en cuisson. On va les faire sauter au beurre. Donc Innocent va prendre un petit peu de beurre et on va les mettre dans la poêle à frire. Voilà, parfait. Valencia va venir ici et éplucher ses bananes poingo. Et on va les couper en deux après pour pouvoir les escaloper. On va les couper un petit peu en biais de façon à faire comme une petite escalope. Donc on va couper 5 morceaux pour une personne. Donc maintenant on va faire la finalité de notre plat. Donc Innocent va monter un petit peu de crème fouettée qui va assaisonner. À toi jeune homme. Tu mets dans ton cul de poule avec un petit peu de sel poivre pour pouvoir finir notre sabayon. Donc maintenant en attendant, Valencia va prendre les crevettes et on va dresser notre assiette avant de pouvoir la passer sous la salamandre pour la faire dorer. Donc Valencia va s'occuper d'alterner une escalope de banane, une crevette, une escalope de banane et une crevette. À toi jeune fille. C'est parfait. Et maintenant on va alterner une crevette entre chaque morceau de banane. Voilà. Très joli. Maintenant, pour la décoration, on va rajouter un petit peu de dés de tomate que Valencia va mettre sur l'assiette pour ajouter un petit peu de goût et un peu de couleur. Parfait. C'est parfait. Et maintenant, avec Innocent, nous allons finir le sabayon. On va rajouter la crème fouettée à la base de notre sabayon et ça va nous permettre après de finaliser notre assiette. Et maintenant, on va pouvoir napper notre assiette avec notre sabayon au vin blanc. Parfait. Et maintenant, on va mettre ça sous la salamandre. Voilà, donc maintenant notre entrée est prête à être dégustée, on l'a sortie de la salamandre, on n'a plus qu'à manger. Bon appétit. Une vie à me cacher, et puis libre enfin le festin sur mon chemin. Bonjour Camille, aujourd'hui tu nous parles de l'histoire particulière d'une mitrailleuse. Oui, bonjour Elise, bonjour à tous. Alors juste pour petite précision, aujourd'hui je suis venue les mains chargées. D'accord. Alors voilà, comme tu disais, je vais vous parler d'une mitrailleuse parce qu'en fait au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie, il y a une mitrailleuse US de calibre 12,7. C'est en fait une arme militaire, une arme automatique lourde. Donc je le précise pour les non-connaisseurs comme moi, eh bien cette mitrailleuse est exposée dans la partie présence américaine du musée. Alors quand on a dit ça, on est obligé, tu me connais, de rappeler qu'est-ce qui s'est passé à cette époque sur le Caillou.
Donc le 19 septembre 1940, la Nouvelle-Calédonie rallie les forces françaises libres du général de Gaulle. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base aérienne américaine de Pearl Harbor. C'est donc le début de la guerre du Pacifique est donc déclarée. Le 12 mars 1982, eh bien, les troupes du général Alexander Patch débarquent à Nouméa. 17 000 Américains vont transformer donc la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, pour revenir en arrière, Camille, est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif des Américains à s'installer dans notre pays? Voilà. Eh bien, l'enjeu pour les Américains, c'est tout simplement de protéger l'Australie et la Nouvelle-Zélande d'une invasion japonaise. Et surtout, eh bien, ils doivent conserver la route de ravitaillement. Et puis, je le précise, ce sont nos alliés. Donc, ils vont venir ici en Nouvelle-Calédonie, donc installer leur base arrière. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de la force aérienne. Parce que la mitrailleuse se trouve sur un avion. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc, en fait, quand je parle de la force aérienne, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, rares sont les Calédoniens à avoir déjà vu un avion. Petit rappel, tu sais que j'adore toujours rappeler des petites choses. Le premier vol calédonien date du 20 mars 1931. C'était le premier survol de Nouméa par un avion ayant décollé depuis le sol calédonien. Donc, à cette époque, il n'y avait pas encore de grand aérodrome. Ce n'est qu'en juillet 1941 qu'avec l'appui des militaires, pour le coup australiens, et les travaux publics, en fait, ensemble, ils vont commencer la construction d'une piste d'atterrissage à PK-53. C'est donc Tontuta. Voilà, Tontuta. Okay. Donc, le 12 mars 1942, bien, les Américains vont arriver avec des centaines d'avions. Et là, pour le coup, les avions vont être en pièces détachées et ils vont être envoyés directement à Tontuta pour être assemblés. Et donc, l'aérodrome va se transformer en aérodrome militaire où près de 5000 personnes vont vivre dans cette base militaire. Voilà. D'un autre côté aussi, il faut préciser que les GIs vont transformer Magenta en terrain d'aviation. Et puis un peu plus au nord, à la plaine des Gaillacs, la route entre Poya et Point Bout, petite précision, la plaine des Gaillacs c'est là, va devenir bien la seconde base aérienne majeure du pays. Donc voilà, il faut préciser aussi quand on parle des pistes d'aviation que les Américains avaient pensé à tout. Ils avaient en fait tracé des pistes d'atterrissage en croix, tout simplement pour pouvoir décoller, quelle que soit la direction du vent. D'accord. Bon, il y avait la guerre, mais rassure-moi, il n'y avait pas de combat en Nouvelle-Calédonie à cette époque. Non, ici, pas de combat. Base arrière ici en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire donc point de départ bien pour les batailles et aussi un lieu d'entraînement. Donc si je vous ai précisé tout ça, c'est pour mieux comprendre, comme je le disais, parce que la mitrailleuse qui est donc présente au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, a été retrouvée sur un avion chasseur Bell P-39K Air Cobra, voilà, qui en fait fait partie des principales catégories d'avions de la force américaine. Il faut savoir que les deux catégories, c'est les chasseurs et les bombardiers. Donc voilà, maintenant qu'on a posé tout le décor, le mieux, c'est qu'on aille voir cette mitrailleuse de plus près. Cette mitrailleuse était alimentée par un magasin avec des balles de 12-7, comme celle-ci. Et la particularité de ces mitrailleuses, c'était de pouvoir tirer entre les pales des hélices. C'est vraiment une synchronisation assez surprenante et possible. Ça nous amène aussi à parler de l'armement de cet avion, un Bell P-39K Air Cobra, donc un chasseur bombardier qui était donc basé en 1942 à Tontuta. L'armement de ce chasseur bombardier était très important, il avait une puissance de feu considérable, un canon de 37 mm au milieu du nez de l'avion, deux mitrailleuses de 12,7 mm de type Browning qui étaient des mitrailleuses absolument très, très utilisées, aussi bien sur les avions que sur les jeeps, que sur les bateaux, et 4 mitrailleuses de 7,65, 2 sur chaque aile.
tout cet armement, les deux mitrailleuses, je crois qui pèsent 18 kg pièce, plus le canon, plus les munitions, étaient disposées à l'avant du cockpit. Ce qui fait qu'il y avait un poids considérable à l'avant. Pour l'équilibrer, les constructeurs ont imaginé de placer le moteur à l'arrière, ce qui n'est pas habituel chez les chasseurs. Mais c'est un avion, par exemple, qui, plus qu'être un chasseur en l'air contre d'autres avions, était en réalité un bombardier en piqué, puisqu'il y avait une bombe possible de 227 kg, et il y avait aussi la possibilité avec le canon de tir au sol, notamment sur les chars. Cet avion était vraiment l'outil idéal pour ce genre d'opération. Voilà, maintenant que vous savez un petit peu plus sur cet armement, eh bien en fait j'aimerais qu'on revienne sur la grande histoire qui se cache derrière cette mitrailleuse. Alors là tu m'intrigues, là c'est quoi cette grande histoire? Eh bien en fait en mai 1994, l'association Fortune de mer va être sollicitée tout simplement pour faire des images sous-marines sur l'épave de cet avion qui donc a été, petite précision, découverte par Jean-Michel Le Guéret et par ses camarades qui étaient qui sont toujours chasseurs sous-marins. Donc voilà, à la base, l'association est sollicitée pour faire des images pour un film, un sujet sur les 50 ans de la présence américaine sur le Caillou. Mais voilà, quand ils vont arriver sur l'épave, ce jour-là, ils vont faire une étrange découverte. Donc je vous propose de regarder tout ça en images. En mai 1994, notre association a été sollicitée pour faire des images sous-marines. L'idée, c'était de faire un sujet sur la présence américaine, sur les 50 ans de présence américaine en Nouvelle-Calédonie. Lorsque on nous a amenés sur le site, il n'y avait qu'une pale d'hélice qui était dressée sortant du sable et quelques portions de métal apparents. L'équipe a commencé à mettre en place une pompe hydraulique pour aspirer les sédiments, comme un gros aspirateur. Et au bout de 4 heures, nous avons eu la surprise d'arriver au fond du cockpit et de dégager un os qui semblait être un tibia. Et là, ça a été la stupeur totale. Et nous avons donc continué à aspirer. Et là, nous avons trouvé un fémur, une calotte crânienne, des ossements divers, vertèbres, côtes. Et nous avons bien sûr réalisé que le pilote était à bord. Nous avons appris donc que le pilote était âgé de 22 ans, qu'il s'appelait Howard Hulbert, qu'il était premier lieutenant et que la famille avait reçu dans un premier temps un télégramme le signalant disparu dans le Pacifique Sud, sans préciser que c'était en Calédonie. La famille a toujours pensé, notamment les parents, que leur fils avait survécu sur une île. Et malheureusement, en 1947, donc après la guerre, le camarade de Howard Hulbert envoie une lettre à la famille, une lettre où il explique que c'est extrêmement difficile pour lui d'écrire cette lettre, et il relate exactement ce qu'il s'est passé. Le 28 novembre 1942, 3 Bell Airacobra décollent de la base de Tontuta pour un exercice de bombardement en piqué. Au cours de son exercice, apparemment tout se passe bien, mais au moment de la ressource, c'est-à-dire au moment où l'avion a lâché sa bombe et commence à remonter, il est brutalement
il décroche et il s'explose sur l'eau. Le 13 septembre 1995, des funérailles nationales sont donc organisées pour cet aviateur au cimetière national d'Arlington. C'était quelque chose de très important. Juste petit rappel, ce cimetière situé en Virginie est l'un des plus anciens cimetières militaires des États-Unis, où il y a plus de 280 000 personnes qui y sont enterrées, dont des grandes personnalités comme Charles Conrad, astronaute, troisième à avoir marché sur la Lune avec Apollon 12, ou encore John Kennedy, ancien président des États-Unis. Donc voilà, Howard Hubert est donc enterré à cet endroit. Alors finalement, cette mitrailleuse de 12-7 nous a dévoilé une grande histoire. Voilà, il faut savoir que cette grande histoire, qui est une histoire particulière d'Howard Hubert, qui était donc soldat porté disparu, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il y a des soldats qui sont portés disparus. Depuis la fin du conflit mondial, les autorités militaires américaines ont recensé 79 000 soldats portés disparus, et de 1990 à 1995, seulement 51 victimes, dont Howard Hubert, ont été retrouvées. Donc je le rappelle aussi, ce conflit a fait près de 3 millions de victimes dans le Pacifique. Merci Camille pour toutes ces informations, et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, tu nous as emmené quelques livres. Exactement, alors juste petit clin d'œil avant de parler de ces livres à la mairie de Païta, qui a baptisé en fait une allée du village de la Tantouta du nom de Hubert Howard. Donc voilà, donc comme tu l'as dit, je suis venue avec plein de livres. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'aviation ici en Nouvelle-Calédonie, je vous recommande la lecture de ses propres ailes de Jean-Marc Estournès, édité par la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a plein d'informations et c'est notamment ces livres qui m'ont permis de vous raconter tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Il y a encore, si vous voulez être encore plus précis sur l'aviation, sur les avions militaires, l'aviation américaine et ses alliés en Nouvelle-Calédonie 1941-1945, écrit par Jean-Marie Lambert et Paul Paturel, édité par l'American Museum. Voilà pour des petites lectures pour cette semaine. Voilà, merci Camille pour ces conseils lecture, et puis on te retrouve mercredi. Exactement, merci Élise, à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dès demain.